Maintenant qu'on a vu la représentation géométrique des nombres complexes, je te propose de passer ici à ce qu'on appelle la forme polaire des nombres complexes. Alors, comme tu le verras dans quelques minutes, la forme polaire consiste simplement en une façon de représenter mathématiquement les nombres complexes. Et cette façon de faire est très commode parce qu'elle permet de profiter encore mieux de la représentation géométrique des nombres complexes. On verra dans les séquences qui vont suivre, par exemple, que cette forme polaire est essentielle pour comprendre les propriétés mathématiques des nombres complexes qui apparaissent quand on considère l'opération de multiplication ou de division entre les nombres complexes. Mais voilà. Donc, voilà, puisqu'on parle de forme polaire, eh bien, j'ai choisi comme illustration ici une carte du pôle Nord de la Terre. Tu comprendras dans quelques minutes pourquoi j'ai choisi cette illustration. Alors, un petit rappel de la représentation géométrique des nombres complexes. Tu te rappelles que un nombre complexe peut être représenté par un point dans ce qu'on appelle le plan de Gauss. Alors le plan de Gauss est un plan donc, dans lequel on peut se repérer dans un système d'axes cartésiens. J'ai l'axe x ici, j'ai l'axe y là. Alors la composante en x, la coordonnée en x du point que j'ai ici représentera la partie réelle du nombre complexe, alors que la coordonnée en y représentera la partie imaginaire du nombre complexe. Alors, voilà, ceci, c'est ce qu'on appelle donc la forme cartésienne du nombre complexe. On exprime le nombre z ici sous forme de sa partie réelle et de sa partie imaginaire, la partie réelle qui est la coordonnée en x, et la partie imaginaire qui est la coordonnée en y. On a bien ici une expression cartésienne du nombre complexe à l'image d'un vecteur. Ce point ici peut être vu comme l'extrémité d'un vecteur position que je représente ici. C'est le vecteur dont l'extrémité représente le nombre complexe ici, z. Voilà. Alors, bien sûr, cette représentation cartésienne n'est pas la seule manière de représenter un vecteur. Je peux me débarrasser ici de la partie réelle, de la partie imaginaire, pour te persuader que ce vecteur, je peux très bien le caractériser avec d'autres grandeurs que x et y. Par exemple, ce vecteur, il ouvre un certain angle ici par rapport à l'axe x. Je peux très bien caractériser ce vecteur à partir de cet angle que je vais appeler θ. Ceci est la lettre grecque θ. Si tu es mal à l'aise avec les lettres grecques, je te conseille d'aller voir la capsule vidéo qui est consacrée aux lettres grecques. Voilà, donc ça c'est θ, ça représente donc cet angle. Alors l'angle tout seul, bien sûr, ne permet pas de caractériser complètement ce vecteur. Il est clair qu'un vecteur a une certaine longueur, une longueur que je vais représenter donc par la lettre ρ. Alors ρ, c'est l'équivalent de la lettre R. R pour rayon. Ce vecteur apparaît un petit peu comme un rayon qui émane ici de l'origine. Et ce rayon, il a une certaine longueur que j'appelle ρ. Voilà, donc l'ensemble des valeurs θ et ρ me permet de caractériser complètement le vecteur. Un certain angle θ va donner l'inclinaison du vecteur et ρ me donne sa longueur. J'ai donc caractérisé à partir de θ et de ρ, je caractérise complètement le nombre complexe. Je peux donc caractériser ce nombre complexe autrement qu'avec ses composantes en x et en y, c'est-à-dire avec sa partie réelle et sa partie imaginaire. Tu es bien d'accord avec ça? La preuve, c'est que si je prends un autre nombre complexe ici, forcément, il sera caractérisé par une autre valeur de l'angle θ et par une autre valeur de la norme du vecteur ici. De même, je peux prendre un troisième exemple ici. Ici, j'ai un angle θ. Alors j'ai choisi cet exemple de manière tout à fait appropriée ici pour t'expliquer la convention de signe pour l'angle. Quand l'angle est mesuré ici à partir de l'axe x dans le sens opposé du sens des aiguilles d'une montre, c'est ce qu'on appelle le sens trigonométrique ici, on va considérer que θ est un angle positif. Alors que quand on le mesure vers le bas, ici, dans le sens des aiguilles d'une montre, on va considérer que θ est négatif. Voilà, donc le nombre complexe qui est représenté ici sera représenté par un angle θ négatif. La valeur de ρ, elle sera toujours positive, bien sûr. Ce sera la longueur, ce sera la distance à l'origine du point ici, donc jusqu'à l'origine. Et ça sera forcément toujours un nombre positif. Voilà.
Donc voilà, on peut donc passer de cette représentation cartésienne à une nouvelle représentation ici en termes d'un angle et d'une distance à l'origine qu'on appelle ρ. Alors on peut forcément exprimer le nombre complexe z à partir de θ et de ρ. C'est très facile à faire, il suffit de voir que x ici c'est la projection de ce vecteur sur l'axe des x, et ça, c'est tout simplement ρ cosinus θ, c'est la projection de la longueur ρ ici sur l'horizontale, c'est bien le cosinus de θ que je récupère. De même que le y ici, eh bien, ce sera ρ fois le sinus de θ. J'ai bien ici le côté opposé à l'angle, côté de l'angle droit qui est opposé à l'angle, c'est bien la projection sinus que j'ai ici, que je retrouve bien sûr là. C'est bien y qui est donné par ρ sinus de θ. Et donc, ce nombre complexe, eh bien, je peux l'exprimer au travers de ρ et θ, tout simplement en disant que c'est ρ cosinus θ pour le x et ρ sinus θ pour la partie imaginaire y. C'est très simple. ρ et θ caractérisent complètement le nombre complexe. Alors on pourrait se demander ce que représente ρ là. Pour ça, je te propose de calculer le module du nombre complexe. Alors le module, c'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. La voici, ρ carré cosinus carré plus ρ carré sinus carré. Alors là, je peux mettre le ρ carré en évidence. Il me restera cosinus carré plus sinus carré dans la parenthèse. Et ça, on sait que ça vaut 1. Et donc, il me reste tout simplement racine de ρ carré, qui n'est rien d'autre que ρ, bien sûr. Et voilà, on retrouve l'évidence ici, que ρ, qui est la distance à l'origine, représente bien le module du nombre complexe, tout simplement. Un nombre complexe va pouvoir être représenté par l'angle θ et sa distance à l'origine, c'est-à-dire son module. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle la forme polaire du nombre complexe. Alors la forme polaire, bien souvent, on l'exprime en mettant ρ en évidence, ce que je m'empresse de faire ici. Voilà la forme polaire du nombre complexe. ρ, c'est le module, et θ, c'est l'angle ici qu'on va appeler l'argument du nombre complexe. Alors pourquoi argument? Eh bien tout simplement parce que θ apparaît comme étant la variable de la fonction cosinus et de la fonction sinus ici, une variable de fonction, on appelle ça aussi un argument. C'est l'argument du cosinus, c'est l'argument du sinus. Et on dira donc que le nombre complexe est caractérisé par son module et son argument, tout simplement. Un nombre complexe qui est exprimé au travers du module et de l'argument sera mis sous ce qu'on appelle donc sa forme polaire. Ceci est la forme polaire du nombre complexe. Alors pourquoi polaire? Voilà, tout simplement parce que cette manière de faire pour se repérer dans le plan, elle est comparable à ce qu'on fait pour se repérer sur la Terre. Sur la Terre, qu'est-ce qu'on fait pour se repérer? On utilise le système de longitude et de latitude. Les longitudes, elles sont représentées ici, elles passent toutes par le pôle ici, le pôle qui joue un petit peu le même rôle que l'origine ici. Chaque méridien ici a un certain degré de longitude. Ces degrés de longitude, c'est un petit peu comme l'angle θ qui est ici. Pour se repérer, on peut utiliser cet angle de longitude, plus la distance au pôle, on peut se repérer de manière tout à fait complète sur la Terre grâce à ça. Et voilà, donc on peut dire qu'on se réfère au pôle en se positionnant de cette manière. C'est ce qu'on fait ici pour se repérer dans le plan complexe. On utilise le pôle comme point de repère. On a l'angle ici entre un axe de référence et le vecteur position, de même qu'on a la distance à l'origine qui représente le module du nombre complexe. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça donc la forme polaire. Et donc voilà, tu l'as compris, on a bien deux manières de représenter un nombre complexe. On a la forme cartésienne du nombre complexe et on a la forme polaire du nombre complexe. Le tout est représenté ici de façon géométrique. On a x et on a y qui sont les composantes cartésiennes du vecteur position ou du point représentant le nombre complexe, et on a θ et ρ qui représentent donc le module et l'argument du nombre complexe. Voilà. Alors, ce sont deux formes des nombres complexes qui sont utilisées. Voilà, on utilise l'une plutôt que l'autre en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, et il est donc important de pouvoir passer d'une forme à l'autre. Alors, quand on a la forme
polaire, ben on peut facilement passer à la forme cartésienne, puisque quand on connaît ρ et θ, ben on connaît facilement x et y. Il suffit de faire ρ cosinus θ pour avoir x et ρ sinus θ pour avoir y. Donc la connaissance de θ et de ρ permet facilement de calculer x et y. La situation inverse n'est pas évidente. Si j'ai x et y, comment est-ce que je fais pour passer à ρ et θ? C'est moins facile. Alors pour ρ, malgré tout, c'est très simple, puisqu'on sait que ρ représente la distance à l'origine ici, qui n'est autre que le module du nombre complexe. Eh bien voilà, le module, on sait qu'il sera donné ici par Pythagore. On sait que ce sera la racine de x carré plus y carré. C'est ce qui est représenté ici. C'est la définition du module du nombre complexe. Donc voilà, si je connais x et y, eh bien je peux facilement calculer ρ. Par contre, pour θ, la situation est moins évidente, parce que si je connais x et que je connais y, ben je vois que θ n'est pas si facile que ça à trouver. Je vois que θ est enfermé ici dans un cosinus, ici dans un sinus. Comment est-ce que je fais pour connaître θ quand je connais x, que je connais y? Alors x et y vont me donner ρ, d'accord, mais θ, c'est pas si facile. On voit qu'il faut manipuler un petit peu les choses ici. Alors je te propose d'aborder ça de deux manières. D'abord, je vais le faire ici géométriquement. Je vais représenter ici x. Je sais que voilà, je suis supposé connaître x et y. Comment connaître θ? Alors il est clair que x, c'est la longueur que j'ai là. Elle est représentée en bleu ici maintenant. Y, elle est représentée en rouge ici, la longueur y. Et je vois bien sûr que la longueur de x et de y conditionne la valeur de θ. On sait bien que ce sont les valeurs relatives de x et de y ici qui vont donner l'angle θ, qui vont déterminer l'angle θ. Alors comment savoir ce que vaut θ quand on connaît x et quand on connaît y? Eh bien, géométriquement, je peux le faire en construisant ici un cercle à l'image du cercle trigonométrique. Que ce que je vois ici sur ce cercle, je vois que la droite rouge ici, elle est tangente au cercle ici sur l'axe des x. On y reconnaît bien sûr la notion de tangente. Je vois que y ici apparaît comme la tangente de θ. Mais ce n'est pas juste, parce que ce n'est pas le cercle trigonométrique que j'ai représenté. C'est un cercle ici qui n'a pas un rayon 1, mais qui a un rayon de x. Donc ce n'est pas tangente de θ que j'ai ici, mais c'est x fois la tangente de θ. Donc voilà, y vaut bien x fois la tangente de θ. Alors je peux le voir ça autrement, en manipulant algébriquement ici. Je peux prendre la deuxième relation que j'ai ici et la diviser membre à membre donc par la relation du dessus. Donc j'aurai y divisé par x qui sera donné par ρ sinus θ sur cosinus de θ. Par ρ cosinus de θ. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ρ sinus θ, ρ cosinus θ. Les ρ se simplifient, il me reste sinus sur cosinus, qui n'est rien d'autre que la tangente. On voit donc bien que y vaut x tangente θ, ou autrement dit que tangente de θ, c'est y sur x, tout comme ici je l'avais à partir d'un raisonnement géométrique. Tangente de θ, c'est y sur x. Tout ça pour dire que θ, eh bien, c'est l'arc dont la tangente vaut y sur x, ce que je m'empresse de noter bien sûr. θ, c'est l'arc dont la tangente vaut y sur x, c'est la fonction arc-tangente, qui est l'inverse de la fonction tangente bien sûr. Tu la connais. Donc voilà, l'arc dont la tangente vaut y sur x, ça va nous donner l'angle θ. Et donc on a tout ce qu'il faut maintenant, quand on a x et qu'on a y, eh bien on peut passer à ρ et à θ, grâce à cette relation-ci. Voilà, on a donc deux représentations qui sont tout à fait équivalentes. On a la représentation cartésienne en x et y, la représentation polaire, la forme polaire en ρ et θ, et on peut passer de l'une à l'autre sans aucun problème. Et donc je vais m'empresser d'illustrer ça au travers d'exemples. Je prends ici les petites règles de conversion. Je vais prendre un nombre complexe dont je connais la partie réelle et la partie imaginaire. Le voici, c'est 2 plus 3i. Voilà, c'est noté ici. Et je vais calculer ρ et θ. Alors ρ, on va commencer par le plus simple. X carré plus y carré, ça sera facile. Ça sera 2 au carré plus 3 au carré. Ça fait 4 plus 9, ça fait 13. Pour ρ, je trouverai donc racine de 13. Pour θ, ce sera un peu plus difficile. Voilà le calcul de ρ, racine de 13. Et pour θ, racine de 13, pardon, qui vaut à peu près 3,6. Et pour θ, je trouverai l'arc dont la tangente vaut 3 sur 2.
3 pour la partie imaginaire, 2 pour la partie réelle. 3 sur 2, c'est 1,5. Pour calculer ça, ben, j'ai besoin d'une calculette, bien sûr. Hein, je la représente ici en grand parce qu'il faut repérer la fonction tangente inverse ici, qui se note bien souvent ATN, arc tangente. Pour l'atteindre, ben, rappelle-toi, hein, il faut appuyer sur le bouton seconde fonction ici, qui est souvent appelé seconde ou bien shift. Tu appuies là et tu appuies sur tangente pour avoir la fonction inverse. Et c'est donc ce qu'on va faire ici. La fonction inverse apparaît bien souvent à l'écran comme étant tangente exposant -1. C'est la fonction inverse. C'est une manière de noter la fonction inverse de la tangente. Voilà, tu vas noter tangente -1 donc de 1,5. 1,5 est bien la valeur ici hein, de la partie imaginaire divisée par la partie réelle. C'est bien 3/2, 1,5. On referme la parenthèse et on exécute le résultat pour trouver 56,3 à peu près. 56,3 degrés, c'est le résultat qu'on trouve. Et on peut donc maintenant indiquer que θ vaut 56,3 degrés. Ce nombre complexe est complètement caractérisé par cet angle θ de 56,3 et la distance à l'origine ici de 3,6. Voilà, donc c'était tout simple. On a fait la conversion. On est passé de x qui vaut 2 et y qui vaut 3 à θ qui vaut 56,3 et ρ qui vaut 3,6. On est passé de la forme cartésienne à la forme polaire du nombre complexe. On peut prendre un deuxième exemple avec le nombre complexe, cette fois-ci, -2 plus 3i. Tout à l'heure, on avait 2 plus 3i, maintenant c'est -2 plus 3i. Donc il n'y a pas grand-chose qui change, mais tu verras que c'est important de faire cet exemple. Au niveau du module, ben, il n'y a rien qu'à changer. J'ai bien ici x qui vaut toujours au carré, qui vaut toujours donc 4, puisque -2 au carré, c'est la même chose que 2 au carré. J'ai donc bien toujours racine de 13, c'est-à-dire 3,6. Alors pour θ, donc l'argument du nombre complexe, ben, j'aurai cette fois-ci -3 sur 2. J'ai bien 3 divisé par -2, c'est bien -3 sur 2, ce qui fait -1,5. Ce que je vais m'empresser de taper ici sur la machine, et la machine va me répondre -56. Tout à l'heure, j'avais 1,5, maintenant j'ai -1,5, et bien ça inverse tout simplement le signe de l'angle. -56,3 degrés est le résultat. Et là, on est un petit peu surpris, parce que -56,3 degrés, ben, ça va être l'angle qu'on va retrouver ici en dessous. Alors, de quel angle il s'agit? Ben, rappelle-toi, tout à l'heure, j'avais 56,3 ici pour le nombre complexe qui se trouvait ici. Cette fois-ci, j'ai pris le symétrique par rapport à l'axe Y. Je sais donc que l'angle que j'ai ici, ben, je le retrouve ici. Les 56,3, je l'ai là. Et -56,3, ben, c'est ici en dessous. Je vais donc retrouver ici la prolongation de la droite que j'ai là. -56,3, c'est cet angle-là. Et ça, eh bien, c'est bizarre parce que ça ne correspond pas à la réalité. L'angle que j'ai, en fait, c'est cet angle-là. C'est ça l'argument de ce nombre complexe-là, puisque c'est l'angle par rapport à l'axe X que je dois mesurer, c'est bien cet angle-là. Et donc, ça semble incohérent, et puis on regarde malgré tout la situation, et on voit quand même qu'il n'y a pas grand-chose finalement qui sépare ce résultat-ci du résultat correct. On voit qu'il suffit de rajouter en fait 180 degrés à ce résultat. Ce que je vais faire, si je rajoute 180 degrés, eh bien, je vais retomber bien sûr sur le bon angle, et on voit que 180 moins 56,3, ça fait 123,7 degrés. Ça, c'est le bon résultat. Et on voit donc qu'il y a une difficulté en utilisant la fonction arctangente. C'est tout simplement dû au fait que la fonction arctangente eh bien, ne permet pas de définir l'angle de manière complètement univoque. Ceci est très simple, en fait c'est un problème que tu connais probablement déjà. Si je considère la tangente ici, sur le cercle trigonométrique ici, ben voilà, j'ai ici y sur x qui est la valeur de la tangente. Eh bien cette valeur de tangente correspond à deux angles. J'ai l'angle θ qui est ici, mais j'ai aussi l'angle θ plus π qui est là. Si je rajoute π à l'angle θ, effectivement, eh bien, si je prolonge cette droite, j'obtiens bien sûr le même point d'intersection avec la droite verticale pointillée ici. Et j'aurai donc la même valeur de la tangente pour θ et pour θ plus π. Voilà, donc cette fonction arctangente donne en fait un résultat qui est indéterminé à π près. J'ai le résultat à π près, c'est-à-dire à 180 degrés près. Le π qui est là, forcément, représente les 180 degrés qui sont là.
Et donc voilà, cette ambiguïté est en fait tout à fait naturelle. Hein, si j'ai le résultat ici avec 180 degrés d'erreur, ben c'est tout simplement parce que je me trouve dans une situation pour laquelle ben c'est cet angle-ci qui apparaît plutôt que celui-là. Et ça, on peut le voir tout de suite, en fait, hein, parce que x était tout simplement négatif, et quand on a x qui est négatif, ben ça veut dire qu'on se retrouve avec un nombre complexe ici du deuxième cadran. Et donc il est évident que l'angle θ est plus grand que 90 degrés, est plus grand que pi demi, et donc il va correspondre, il va donner donc une tangente hein, qui est négative, et voilà, qu'on doit interpréter en fait, non pas comme étant l'angle négatif qui correspond à cette valeur négative, mais comme l'angle que j'ai en ajoutant pi à cet angle négatif. Voilà, hein, ceci est important, il faut comprendre hein, que cette fonction arctangente peut laisser des surprises. Ce sera à toi donc à savoir s'il faut rajouter l'angle pi ou non, 180 degrés ou non, en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. Ici, comme le x, hein, la partie réelle était négative, c'était évident hein, que ce n'était pas moins 56 degrés, mais moins 56 plus 180 degrés plus pi. Voilà, ah, donc c'est une mise en garde. Tu te familiariseras avec cette difficulté au travers des exercices que tu feras, bien sûr. Hein. Ceci est juste une petite mise en garde par rapport à cette difficulté de conversion hein, des nombres complexes. Et voilà, donc c'est ici que cette séquence se termine. Hein. On a tout simplement vu qu'un nombre complexe pouvait être représenté de deux manières, hein, sous une forme cartésienne ou bien sous une forme polaire. Et on a vu qu'il était possible de passer d'une forme à l'autre, moyennant des formules très simples. Quand on connaît la forme polaire, on peut passer à la forme cartésienne de manière extrêmement simple, à partir de ρ cosinus θ qui donne la partie réelle, ρ sinus θ qui donne la partie imaginaire. La conversion dans le sens opposé est plus compliquée. Pour ρ, ben, ce n'est pas tellement plus compliqué. C'est le module. Quand on connaît x, y, on connaît ρ très facilement. Et pour connaître θ, là, c'est un petit peu plus difficile, puisqu'il faut utiliser la fonction arctangente qui fournit une réponse à pi près. Ce sera à toi à discuter s'il faut rajouter ou non cet angle de 180 degrés ici. Voilà, c'est ici que se termine cette séquence. Merci pour ton attention. N'hésite surtout pas à aller voir les séquences qui vont suivre, où on va vraiment pouvoir profiter de cette forme polaire des nombres complexes. Hein, tu verras qu'elle est extrêmement précieuse pour visualiser, pour comprendre des propriétés des nombres complexes. Voilà, merci pour ton attention. À bientôt.